Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la semaine nationale d'émissions locales sur la thématique du sport avec Caroline. Tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Caroline Vitry, je suis conseillère à la mission locale, mais j'ai aussi d'autres références telles que le sport et la lutte contre les discriminations. Pourquoi le sport? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un outil pour favoriser l'insertion des jeunes, aussi de développer tout un tas de compétences. Et justement, tu parlais de collaborateurs, de partenariats. Ici, on recevait justement ces collaborateurs. Volontiers. Donc là, on va recevoir justement sur le plateau. Donc déjà, merci Caroline pour ta participation, pour l'accueil. On va accueillir justement l'équipe de l'AESCAN, du moins les membres qui gèrent cette équipe-là. On se retrouve avec l'équipe du coup de l'AESCAN Football. Je suis le responsable technique féminine et jeune de l'AESCAN. Sur les 800 licenciés, il doit y avoir 180 filles. Globalement, moi, mon rôle, c'est un rôle d'organisateur. Antoine Ouvrier, j'ai 21 ans. Je suis au sein de l'AESCAN depuis 5 ans maintenant. Je suis joueur aussi et Ok. éducateur. Donc du coup, grâce au club, tu as pu passer différents diplômes. Ouais, j'ai passé un diplôme il y a 2 ans en tant qu'éducateur. Disons que l'AESCAN, c'est un très grand club. Des clubs qui a formé des très grands joueurs. On a la chance d'avoir eu à l'AESCAN à une époque un centre de formation qui était très productif. Il y a eu Zidane, mais il y a eu d'autres joueurs comme Patrick Vieira, comme d'autres aussi qui sont passés par là. Donc c'est un club qui a été fondé en 1904. On a des jeunes, en plus on a la chance d'avoir des jeunes qui s'impliquent aussi dans le club. Et c'est là notre relation avec la mission locale qui a pris beaucoup d'importance. Mais là, on est dans une priorité de remettre en place toute une organisation. Et toi, Antoine, justement, par rapport au fait que tu aies fait ce diplôme d'éducateur, demain, qu'est-ce que tu conseillerais à peut-être un joueur de ton équipe? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il soit éducateur? Imaginons qu'il soit intéressé. S'il est intéressé et qu'il aime ça, qu'il fonce, parce que c'est vraiment déjà un diplôme qui ouvre énormément de portes, qui est très enrichissant. On va plutôt parler aussi de collaboration que vous avez avec la mission locale, avec les services civiques, il me semble. Tout à fait, on a 4 services civiques cette année. Ok. L'année dernière, on en avait 8. Donc, on met en place des missions sur la nutrition, des missions sur la santé, mais aussi on met en place des stages pour les jeunes, on met en place des tournois. Toi, tu es en service civique, c'est ça? C'est ça, ouais. Cette année. Et tu peux nous dire un mot sur le fait de faire ce service civique? Je trouve ça très intéressant. On met des choses en place. Déjà, c'est intéressant pour nous, mais intéressant aussi pour les enfants qui le font. Si nos viewers veulent vous retrouver, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Sur les réseaux? Tout à fait, oui. Il y a des réseaux sociaux, site internet, il y a un Facebook, un Insta. On est quasiment sur tous les réseaux. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on vous réinvitera pour d'autres projets en collaboration ensemble. Et merci pour vos réponses en tout cas. Merci. Plaisir. Donc on se retrouve avec un membre de l'équipe de l'handball. Alors attendez, j'ai une vraie question pour vous. Je dis handball, mais on me dit de dire handball parce que c'est allemand. Tout à fait. Donc c'est handball, c'est Tout ça? à fait. C'est un sport qui était à Oz, inventé par les Suédois sur des terrains de foot et qui est passé à 7 sur des plus petits terrains et qui a été codifié par les Allemands. Ok. Donc on dit handball parce qu'en Allemagne, Handball. c'est ball et pas ball comme en Angleterre. Allez, ça marche. Voilà. Maintenant tout le monde va dire handball. Voilà, je me présente, je suis donc Michel Brémond, le président de l'AESCAN Mandelieu Handball. Depuis 2016, c'est la fusion de deux clubs, le club de l'AESCAN et du Mandelieu Handball. On est devenu une seule entité sur le bassin Cannes-Mandelieu. Ok, ça marche. Donc vous faites les deux villes. C'est ça? Voilà, tout à fait. Et vos structures, enfin vos terrains, ils se trouvent aussi dans les deux villes? Alors, les structures se trouvent dans les deux villes. On a principalement 2 gymnases sur lesquels on s'entraîne sur Mandelieu. Et est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur l'équipe, son histoire? L'AESCAN Handball était une structure surtout dédiée aux filles. Mandelieu était surtout dédié aux garçons. Donc les deux en fusionnant, on a fait un très grand club. Qu'est-ce qui distingue le handball Cannes Mandelieu avec les autres clubs de la région? Sur le 06, on est le deuxième club par niveau de jeu, au niveau des filles. Il y a l'OGC Nice qui joue en première division et nous qui jouons donc en National 1, la 3e division. Et est-ce que justement vous aussi vous procédez à des tests d'admission pour qu'ils puissent entrer dans l'équipe ou comment ça Alors, se passe? Non. Chez nous, tout le monde vient, drague tout le monde. Le but du jeu, c'est que les gamins progressent, s'amusent, participent à un jeu collectif, un esprit familial aussi au niveau du club. C'est ce qu'on essaye à mettre depuis plusieurs années en place. Sans perdre non plus l'idée d'avoir quand même des équipes phares qui vont être sur du haut niveau. Et quelle valeur le handball essaie-t-il de transmettre à ses joueurs?
Pour nous, c'est de la cohésion, un esprit de groupe, de solidarité surtout, un esprit de club compétitif, mais en gardant aussi un esprit très familial. Et là, est-ce que prochainement, vous avez des événements de prévus? Alors, on a un gros événement qui va s'organiser sur la Pontiero le 7, 8 et 9 novembre. Ok. Où on va avoir 2 terrains de handball, 6 stands différents, du tir, de la vitesse de balle, de la précision, enfin pas mal de trucs comme ça. Ouais, il y a du monde qui est prévu et donc la Pontiero sera carrément privatisée pour le handball. Et on travaille aussi avec la mission locale, en partenariat avec la mission locale pour des activités de découverte du handball et découverte aussi. Sous forme d'atelier où les Sous jeunes forme viennent d'atelier, et voilà. partent. Demain, si par exemple un des viewers veut vous rejoindre, où est-ce qu'il peut vous retrouver sur les réseaux ou même votre club? Alors il peut nous retrouver sur les réseaux, on est sur tous les réseaux. Et après, il peut venir tous les jours entre 10h et 17h. On a une permanence à la salle Olympie à Mandelieu. Ok, ça marche. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à On vous. espère vous réinviter très prochainement pour en découvrir un peu plus sur le handball. On ne dit plus handball, on dit handball. On se retrouve avec Iron Mask, donc l'association sur Cannes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi c'est Yanis Paulin, je suis joueur de football américain dans le club des Iron Mask de Cannes. Moi je suis Christian Maglia, un ancien joueur du club de football américain, puisque le club il a été créé en 1991. Depuis 91 je suis au club et maintenant depuis 2016 ou 2017 je suis président du club. C'est une réussite? La réussite c'est une continuité, donc je suis rentré dans ce sport là à 23 ans, puis depuis j'y suis et j'ai passé toutes les étapes et maintenant je m'occupe du club, voilà, ainsi que ma femme, parce que c'est une histoire de famille aussi le club. Ah, ok. Voilà, Ok. c'est des liens familiaux qu'on entretient aussi bien avec les joueurs que les différents partenaires. Et est-ce que justement vous pouvez nous parler de cette histoire du club? Pourquoi ce nom? Mais Iron Mask, si vous faites la traduction, c'est masque de fer, donc c'est un rapport direct Ok. avec les îles Sainte-Marguerite, avec le masque de Ouais. fer. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là dès la création du club en 1991, Iron Mask. Et vous avez un club, vous vous entraînez où? Alors, il y a différents stades d'entraînement. Pour les jeunes, c'est essentiellement sur le stade de Saint-Gatien, qui est malheureusement un peu trop éloigné par rapport au centre-ville de Cannes, Cannes-la-Boca. Donc, c'est un peu difficile pour les jeunes de nous retrouver là-bas s'ils ne sont pas accompagnés par leurs parents. Et on a une autre partie avec des créneaux sur le stade de Coubertin aussi. Ok. Et je me tourne vers toi. Comment tu as connu le club? Ça fait combien de temps que tu as intégré le club? Moi de base je suis pas originaire de Cannes, donc moi je viens de Paris. Moi j'ai fait mes études, sport-études au Canada. Donc Ouais. après tout ça en fait je suis venu à Cannes chercher des joueurs pour compléter l'effectif. Un très bon club, le président met tout en œuvre pour qu'on puisse performer durant la saison. Donc pour la préparation on a une salle, accès à des chiropraticiens, on a aussi une masseuse cette année. Et quelles sont les plus grandes réussites jusqu'à présent que vous avez connues? Alors, la plus grande réussite, si on parle sur le parcours sportif des jeunes, tout ça, c'est un championnat qui est orienté, c'est territorial, donc c'est d'amener les jeunes au plus haut niveau, jusqu'en finale, tout ça. Après, sur les seniors, l'objectif, la cerise sur le gâteau, disons que c'est le titre de champion de France. Nous, on a été champion de France 2018, la saison 2018-2019. Et full contact justement, football américain, c'est pas un peu dur entre vous? C'est comment tu vis les coups? Non, franchement, si on devait comparer ça au rugby, je dirais que c'est même moins violent parce que au rugby, t'as vraiment beaucoup moins de protection. Donc nous, on a un casque, on a des épaulières, on a des protège-jambes. C'est les grosses tenues, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas trop lourd? Au début, tu te dirais que ouais, c'est un peu lourd, mais à force, tu t'y habitues. Puis ça devient... Tu penses que ça pèse combien à peu près vos Je te tenues? dirais le casque épaulière, un bon 3, 4, 5 kilos, ouais. En plus, Ça va. Disons que au fil du temps, ça s'est allégé l'équipement. Parce Ouais. que moi, j'ai connu les Oui, à premiers l'époque, équipements, les ouais. casques étaient beaucoup plus lourds, beaucoup moins performants que maintenant. Et il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on met un casque qu'on a le droit de se mettre des coups de tête. Ouais. C'est totalement interdit dans notre sport. Donc le casque est fait pour protéger, mais il n'est pas fait pour se servir du casque pour agresser le joueur en face. Et quel message tu pourrais passer à quelqu'un qui souhaiterait faire football américain mais qui doute? Moi, déjà, faut savoir que quand j'ai commencé le football américain, j'étais très timide. Voilà, j'ai pas trop confiance en moi et tout. Puis quand j'ai commencé ce sport-là, ça t'enseigne des valeurs que dans la vie de tous les jours, tu en auras besoin et il va t'élever justement dans la vie de tous les jours. Donc, si t'hésites, n'hésite pas en fait et tu vas voir que ça peut te changer une vie entière.
Dernière chose, si on doit vous retrouver sur les réseaux ou sur un site, ou si on veut prendre contact avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Facebook, Insta, tout ça, il y a toutes les coordonnées. Vous envoyez un message, on vous répond de suite. Merci pour votre participation et à bientôt. À bientôt. Merci. Alors, on est de retour avec Michael Resgui, pour l'équipe Intercan. c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, Intercan, c'est un club qu'on a créé en 2022, Ok. un club de futsal. On est engagé en championnat district, c'est-à-dire départemental. Le futsal est structuré en France avec une division 1 qui s'appelle D1 national. Il y a une D2 nationale. Ensuite, il y a un championnat régional, une seule division, et une seule division départementale. Ok. Voilà. Comment ça se passe justement la sélection des jeunes? Nous, pour le moment, on est sur des adultes. Voilà, pour le moment, la Fédération française de football a créé que des championnats pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 18 ans. Ok. Des championnats jeunes, il en existe dans certaines régions. Justement, dans notre district, là, ils sont en train de créer un championnat pour des 15 ans. On met en place des journées de détection. Voilà, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on est un club ouvert à tous, mais à un moment donné, il y a un niveau minimum qui est exigé Oui, comme on l'expliquait. afin de pouvoir, un peu comme dans tous les autres sports, hein, afin de pouvoir créer en fait, cette homogénéité lors des entraînements. Et c'est quoi la différence entre le futsal et le foot normal? Alors, le football, ça se pratique à 11 sur Ok. un terrain donc, de football, comme vous voyez à la télé. Et le futsal, ça se pratique à 5, donc 4 joueurs et un gardien. Ok. Et c'est dans des terrains de gymnase, des gymnases de l'intérieur. hand, voilà. Avec les buts de hand, vous avez les touches qui se font au pied et pas à la main comme au football. Voilà, la grande différence, c'est ça. Comment Intercan justement il s'implique dans la vie sportive et culturelle de la ville de Cannes? Alors nous, on a jusqu'à près de 40 licenciés. Beaucoup de Cannois, à peu près 78%. On a représenté un peu au niveau du futsal féminin la ville de Cannes dans la région pour avoir remporté ce titre de championne régionale futsal. Et nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté une équipe féminine aussi, pour montrer qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent jouer à ce sport. Et après, dans la région, oui, il y a une dizaine de clubs. Voilà, le futsal, aujourd'hui, la Fédération française de football essaie de le développer. À savoir qu'aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, l'équipe de France futsal va disputer la Coupe du monde de futsal qui se déroule en Ouzbékistan. C'est pour la première fois l'équipe de France va y participer. C'est pour vous montrer à quel point la France a un retard dans le futsal dans le monde. Voilà, donc on a quand même un retard sur les meilleurs pays qui sont quand même l'Espagne, le Brésil et le Maroc En fait, aussi c'est en vraiment Afrique. en France que ça se développe pas. En fait, le futsal en France a un souci au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'on pourrait croire, attention, c'est pas mon avis, mais on pourrait croire qu'il y a beaucoup d'institutions et de médias qui considèrent le futsal comme un sport de quartier, populaire notamment, parce que justement, il y a beaucoup de jeunes issus de ces quartiers qui sont très bons. Après, dans l'équipe, il y a toujours autant de cohésion. En soi, c'est toujours pareil. Au niveau de la cohésion, nous, on a mis en place un séjour de cohésion chaque année, où on part en fait un week-end sur l'île Sainte-Marguerite, tout simplement pour faire une sorte de séjour d'intégration pour les nouveaux, et en même temps renforcer les liens qu'il y a entre les joueurs et le staff. Après, c'est un séjour qui consiste à faire des activités sportives hors football. On ne touche pas le ballon. On fait que des activités aquatiques ou de la course à pied. C'est que de la cohésion. Exactement. Là, si un jeune veut retrouver l'équipe, chercher des coordonnées pour prendre contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent... Sur les réseaux sociaux, tout simplement, on a nos coordonnées. Il peut venir. On fait des entraînements où on peut accueillir les nouveaux pour faire des fameux tests. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est de l'accueil. Et après, en fonction du niveau, pour garder, comme je vous ai dit, une homogénéité dans l'équipe, on peut recruter ou pas ce joueur. Voilà, juste remercier le réseau d'émissions locales qui, justement, en fait, nous permet de pouvoir s'exprimer et parler un peu de notre discipline. Et puis, si des jeunes viewers sont intéressés pour venir pratiquer le futsal, mais qu'ils n'hésitent pas. Parfait. Merci Anissa. Merci à toi, à bientôt. Maintenant, on est de retour avec Caroline, comme tout à l'heure. Caro, tout à l'heure, tu as intervenu en tant que référente sport. Tu vas interagir en tant que conseillère, parce qu'il me semble aussi que tu es conseillère. Oui. Donc, on va laisser d'abord Camélia se présenter. Ok, Camélia, je suis éducatrice spécialisée à l'association Montjoie depuis 1 an maintenant. Et j'accompagne des jeunes principalement de 16 à 25 ans
sur le bassin canois. Quel est ce lien justement que vous avez en partenariat avec la mission locale? Eh bien, l'association Montjoie a répondu à un appel à projet sur les invisibles. Alors, l'appel à projet, les partenaires privilégiés, du coup, c'est la mission locale et l'association Montjoie. On travaille en étroite collaboration avec tous les conseillers pour aller, nous, vers les jeunes, sur les quartiers, dans les quartiers, dans leur environnement, et les pousser un petit peu à aller vers la mission locale, sur des contrats engagement jeunes, sur des animations qui sont mises en place. C'est une seconde approche en fait. C'est ça. Aller directement au cœur en fait de leur situation, c'est ça? Exactement. En fait, c'est un peu délocalisé. On travaille hors les murs. Et justement, toi Caroline, vu que tu es conseillère en insertion, est-ce que tu as déjà reçu des jeunes qui venaient justement de la part de Camélia? Oui, mais d'abord, ils sont passés par le droit commun. Ok. Et, c'est-à-dire une inscription traditionnelle, Ouais. où on leur fait découvrir les services de la mission locale, et en fonction du parcours et du besoin du jeune, il est arrivé qu'ils aient été orientés vers notre dispositif SAGE. Ok. C'est quoi les principales difficultés qu'un jeune il a pu rencontrer? Plein de choses, mais je pense que notre problème aujourd'hui, c'est surtout le logement. Ok. Vous deux, vous Ouais, trouvez... je rejoins totalement Caroline. La Ok. question de l'hébergement, c'est un peu la question centrale de tous les accompagnements. Comment, toi Caro, tu peux identifier les besoins spécifiques de chaque jeune, ou même toi du coup Camélia? En posant des questions bien Ok. précises. En principe, peut-être pas au premier entretien, mais en tout cas, souvent au second, les langues se délient un petit peu. Et quand on commence un peu à questionner, à étudier aussi les non-dits parfois, et on finit par se rendre compte qu'il peut y avoir plein de freins. Ça peut être psychologique, ça peut être le logement, enfin plein de choses, les addictions aussi. Pouvoir bien accompagner un jeune, c'est compliqué de pas savoir justement ses freins. T'as un lien quand même qui se crée au final avec ces jeunes. Est-ce que justement, suite à ça, après plusieurs entretiens, est-ce que tu as déjà connu des réussites à la fin de leur Oui. parcours? Ah oui, heureusement. Sans donner de nom précisément, bien mais sûr. est-ce que tu aurais un exemple? Dès qu'un jeune, a un objectif en tête, et puis qu'au bout des 6 mois, parce que c'est vrai que moi, dans mon dispositif, c'est un accompagnement sur 6 mois. Ok. Heureusement, je peux même pas citer un cas parce qu'on en a beaucoup, et je pense que le dispositif fonctionne bien. Donc que ce soit quelqu'un qui rêve de faire une alternance et qui trouve la boîte qui va l'embaucher, ou la personne qui pensait que telle formation n'était pas accessible, il va y arriver. Ou alors une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle et qui, au fur et à mesure avec les ateliers, va s'ouvrir vers les autres. Tout ça, c'est des réussites pour nous, et c'est ce qui nous donne envie justement de poursuivre dans ce métier. Et puis, Ouais, c'est clair. Nous, notre réussite, elle est juste avant celle de Caroline. C'est-à-dire que nous, notre réussite, c'est quand un jeune qu'on va rencontrer sur le quartier va s'inscrire à la mission locale et va rentrer Oui, déjà, là... dans le parcours. Mais donc du coup, cette collaboration entre vous, donc l'association et la mission locale, fonctionne bien. Du coup, c'est comme un levier. Ouais, c'est ça, c'est un levier. Alors nous, notre but, c'est de les amener vers la mission locale. Parfois, c'est transversal aussi. Ils rencontrent des difficultés, je sais pas, administratives ou autres. En fait, c'est un échange qu'on a. Voilà, c'est ça. Entre... On a tendance parfois à orienter les jeunes vers un dispositif ou vers un service, mais on n'a pas la certitude qu'ils iront. Et nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de les accompagner jusqu'au bout. Proprement dit. Voilà, c'est ça. En voiture, vers le service, pour être sûr que la démarche va être faite et qu'on va pouvoir continuer. Mais du coup, je vais vous demander à vous un mot. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce mot-là que vous avez donné? moi, j'ai dit sport. Ok, et toi? Je vais dire entraide parce que c'est l'essence même de notre métier, entraider les jeunes, mais aussi s'entraider entre collègues et entre institutions, et le partenariat en lui-même qu'on a avec la mission locale. Et moi, le sport, parce que je suis vraiment ravie d'avoir cette référence. Je m'éclate, clairement, et puis les jeunes, je les découvre autrement, et je pense que c'est vraiment un vecteur d'insertion et de développement de compétences. Bah écoutez les filles, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Et ben merci à toi. On est de retour pour notre dernier passage avec du coup Clémence, qui est référente parrainage de la mission locale de Cannes-Pélérance. Bonjour. Bonjour Clémence. Et on a avec nous Danielle qui est marraine aussi. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi cette histoire de parrainage? Puisque le parrainage... Alors, cette histoire de parrainage, c'est quoi? C'est un dispositif qui est financé par l'État. À disposition des jeunes, que proposent toutes les missions locales, comme plein d'autres dispositifs qui existent à la mission locale, mais là plus particulièrement le parrainage. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de permettre à des jeunes qui s'orientent vers l'emploi
et qui peuvent rencontrer des difficultés telles que un manque d'assurance, un manque de réseau, un besoin d'un coaching un peu plus en complémentarité avec le conseiller. Et bah, du coup, on peut les mettre en relation avec un bénévole ou une bénévole, un parrain ou une marraine en l'occurrence, qui est une personne active ou retraitée, qui a une expérience du milieu professionnel, un réseau aussi, et une approche, je laisserai Daniel en parler, mais une approche à chaque fois un peu différente pour accompagner ce jeune de façon complémentaire du conseiller à sa manière. Donc le but du jeu, c'est de faire matcher aussi le bon duo entre filleul parrain, filleul marraine. Daniel, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir marraine? Alors, il faut reconnaître que devenir marraine, c'est venu à un moment donné à ma retraite. Effectivement, au moment de ma retraite, où je me suis dit, après tout, il y a une expérience que je peux transmettre. Et ensuite, surtout, parce que dans le cadre de mes attributions au service éducation à la ville de Cannes, à l'époque, j'avais participé à la mise en place de la mission locale à Cannes. Mais à l'époque, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire du parrainage ou du marrainage, si on peut dire. Clem, comment tu sélectionnes tes parrains et marraines? C'est un casting incroyable, Ah la oui, sélection des j'imagine. parrains marraines. Alors non, c'est pas une sélection. On va dire que qui veut s'investir, transmettre, partager à sa place. En tant que parrain ou marraine, il faut juste avoir un peu de temps. C'est pareil, le temps aussi, c'est un peu le parrain ou la marraine qui choisit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très présents et qui investissent beaucoup de leur temps dans leur planning pour le parrainage, d'autres moins. Ça les rend pas moins investis. Chacun voit aussi un petit peu à quel niveau il a envie de s'investir et qui a une expérience du monde professionnel. Et qu'on a une variété de personnes qui vient d'un monde du travail très varié aussi. Et le but du jeu pour moi, c'est quand même d'avoir un panel aussi des milieux professionnels qui soient représentés et aussi un panel de parrains-marraines différents dans leur approche parce qu'ils ont chacun aussi leur manière de suivre ces jeunes. Et justement, Daniel, comment se passe ta relation avec les jeunes? Comment tu fais ton suivi? Comment ça se passe? Alors je dirais presque le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. Et puis sous forme d'égalité, c'est-à-dire que le fait d'être parrain ou marraine, effectivement, moi je me mets sur un pied d'égalité de façon à ce qu'il n'y ait plus cette notion de hiérarchie et ce qui crée une confiance. Voilà, c'est tellement différent en fonction de chacun et donc on est à l'écoute surtout. Être à l'écoute, c'est très important. Et quelle est la fréquence justement de vos rencontres? Alors en général, c'est hebdomadaire, une fois par semaine, avec un suivi parfois aussi par SMS. Justement, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaiterait, comme vous, devenir marraine? Je donnerais comme conseil, effectivement, de déjà savoir pourquoi elle le fait, de bien réfléchir. Moi, c'est ce que j'ai fait, ce que je dis toujours. J'ai pris 1 heure, papier, crayon, quelles étaient mes attentes, quelle pourrait être ma situation en cas d'échec, parce que alors je dis toujours en cas d'échec entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'échec, il y a simplement un regard qu'on porte sur les choses. Les attentes sont peut-être différentes en fonction de chacun. Et aussi, j'entends parfois des conseillers qui peuvent avoir des difficultés pour cerner le jeune, et il y a effectivement ce cadre institutionnel, c'est le conseiller. Sur le parrain-marraine, il y a une flexibilité, il y a un cadre aussi, mais c'est un peu plus souple, où peut-être le jeune va se permettre aussi d'échanger sur d'autres choses. Il y a aussi l'espace-temps, parce que le conseiller, il a plusieurs personnes à suivre en même temps. Il est limité dans le temps aussi des entretiens qu'il a avec lui, là où le parrain, la marraine, en fonction des fois, les entretiens peuvent durer 1h30, voire 2 heures. Donc forcément, les échanges avec les jeunes, ils sont complètement différents. Merci en tout cas. Vraiment. Merci Clémence, merci Daniel. Je t'en prie. On dit nos au revoir du coup à nos viewers. Au revoir. Parce que Merci, c'est au revoir. l'heure. Merci à toi Anissa. Mais merci Et à à vous. l'équipe qu'on ne voit pas. Merci Régis. Voilà. Merci Régis 2. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de suivre les prochains lives. On vous dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.